canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Je dois dire que j'ai connu des gens qui me racontaient les films qu'ils veulent faire, mais lui, c'était vraiment des images et du son qu'il me disait, au-delà de l'histoire. Il disait, bon, l'histoire c'est ça, et là j'ai fait ça, il fait ça, il fait ça, et que c'était Dario Argento, donc je ne suis pas un amateur fou des films, je préférais le critique italien qu'il était. Et on a présenté ensemble, il était une fois dans l'Ouest, quand j'avais le bras cassé, c'était à Montpellier, j'avais pas mal d'années, une salle de 10 000 places pleine, enfin c'était bon. Et il y avait la personne qui rééditait le truc qui était là, bon, et ben il demandait à moi de venir, et il y avait Argento. Et Argento, bon, moi j'avais. Argento arrivait et a dit, quand on a écrit avec Bertolucci et lui le scénario, on n'avait pas le droit d'écrire. On l'écoutait. Il disait, ah, il fait ça, pas. Et après on écrivait ce qu'il nous avait dit, on y allait. Et en fait, l'histoire n'est pas du tout. Bertolucci a très peu travaillé à la structure du scénario, par exemple. Bernardo m'a dit, il voulait que je lui donne toutes les références des grands westerns américains, tout ça et tout, à partir duquel il travaillait. Et c'est tout. Et j'avais dit, quand j'ai rencontré Bernardo avant Léon, j'avais dit, mais. Parce que j'avais adoré Partner, donc Partner devait sortir, et puis. Je n'avais pas connu Jacques Robert, qui est mort maintenant, qui dirigeait le cinéma. Capital Film m'avait dit, est-ce que tu peux aller faire un interview de Bernardo Bertolucci sur le tournage de Conformiste. Bon. Le destin étant que Bertolucci, vu les amis italiens, me connaissait de nom, mais on ne se connaissait pas personnellement. On avait des amis communs. Je suis arrivé, et quand je suis dans sa chambre, pour qu'on parle de ça, normalement j'ai posé la question, mais je dis, mais il parlait très bien français, Bernardo, mais tu as travaillé avec Léon, pourquoi ? Parce que j'ai trouvé formidable dans ses films précédents ce mélange de vulgarité et de sophistication. On ne peut pas mieux définir le cinéma de Léon. Au lieu de vulgarité, je dirais trivialité. Bon, mais le terme peut jouer des deux. Et Bertolucci admirait énormément Léon. Pasolini admirait Léon. C'était très amis. Vous savez l'anecdote sur Mon nom et personne ? Non. Sergio, il faut qu'il fasse vivre Afran, la production qu'il a créée pour l'été une fois dans l'Ouest. Raffaella, Francesca, Andrea, production. Et il doit la faire vivre. Donc il faut qu'il produise quelque chose. Oui, alors, il avait déjà essayé de l'été une fois dans l'Ouest, et il était une fois la Révolution, mais ça s'est très mal passé avec Bogdanovich et tout. Finalement, tout le monde avait décidé que c'est lui qui ferait le film avant que lui le décide. Pour ça que c'est aussi, il m'a dit, c'est aussi, avant le dernier film, avant il était une fois en Amérique, il m'a dit c'est peut-être mon film préféré parce que c'est comme un enfant bâtard qu'on préfère aux autres, pas le meilleur, mais bon. Et à ce moment-là, il faut qu'il fasse. Donc il sait que c'est la mode de Trinita, ça l'énerve, il veut prendre le projet de Trinita, celui de John Ford et de lui, dans Elle était une fois dans l'Ouest, Fonda et Terence Hill. Il va faire un truc là-dessus. Bon. Et il cherche un cinéaste. Et finalement, il voit Pasolini, il dit, mais pourquoi tu le fais pas toi ? Et Pierre-Paul lui dit, Sergio, je pense pas que ce soit une bonne idée. Et il l'a fait, et comment est-ce qu'on raconte ? Il n'a pas tourné les scènes avec Fonda. Hein. Il a tourné quelques scènes parce qu'il y avait un retard de tournage, mais le film était calibré, déjà, il savait ce qu'il faisait. Et ça s'est plutôt bien passé, quoi que dise Valérie. En revanche, ça c'est beaucoup moins bien quand il produit Un génie et deux associés et Cloche, parce qu'à ce moment-là, moi, il me montre le film quand c'est fini. Oh, je trouve qu'il y a des choses dedans. Bon, il m'avait dit que l'ouverture, c'était lui qui l'avait filmé. Bon, le reste, je suis un peu pas très content. Enfin, il y a des choses très bien. Et je le prends à part, je dis, écoute, Damiani était là, que j'avais rencontré à ce moment-là, et Damiani, moi j'avais beaucoup d'admiration pour les premiers films de Damiani, La Rime Patriata, L'Ennui, et surtout El Suncho. Et je dis à Sergio, mais Damiani, c'est un bon, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ma faute. J'ai pas pensé qu'il n'avait pas d'humour. Mais c'est vrai, l'humour fonctionne mal dedans. Alors que Et après, c'est pour ça qu'après, il a pris Comencini, il a fait autre chose. Mais Sergio n'était pas heureux comme producteur. Il allait à Cannes pour vendre les films produits. Il fallait qu'il promette toujours de se déplacer lui.
Il disait, moi, c'est que le producteur, c'est comme un génie. Non, mais il faut que tu viennes, toi, il faut que tu viennes. Bon, il faisait marcher le business, quoi. Et il attendait de faire répéter une fois en Amérique. Il attendait. Et quand il a signé, quand il a eu signé avec Bétou, il a organisé une soirée, un repas qui était organisé. Alors, il avait invité que 2 critiques de cinéma, enfin, moi, mais c'était son ami, et Chazal, François. Il y avait Chalet qui était là, qui était un grand ami à lui, il y avait Rossif. Et le reste, il y a eu Robert Hossein, il y avait un ou 2 comédiens, le passage à Paris, il y avait Hossein, il y avait Ventura, il y avait Léon, Delon. C'est la première fois de ma vie que j'ai rencontré Delon et Ventura. Ventura, je savais qu'il ne fallait pas lui parler italien. J'avais une grande admiration de l'acteur, mais en même temps j'étais un peu gêné, parce que je savais quand même, ami de Giovanni, Giovanni c'était quand même la rue Lauriston, hein, bon, quand on faisait José. Moi j'étais fâché avec José quand j'ai su la vérité. Bon. Et quelques mots comme ça, et Delon qui était là. Et Delon, on avait une amie commune. C'est un peu en marge, hein, mais c'est important. Et à un moment, Rossif me présente à Delon, il sait qui je suis parce qu'on a une amie commune. Il dit, ah, ben, je l'ai fait tourner aujourd'hui et tout, puis on parle un petit peu. Pas trop longtemps, mais on parle un peu et quelque chose se passe. Je ne dis pas que je connais son demi-frère ni rien, sur ce que je dis, sur ça. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui, donc je lui dis pas qu'il admire, je dis j'aime quand vous faites ça, faites ça. Bon. Puis après, bon moment de partir, il dit au revoir à tout le monde. Moi je suis dans mon coin, et il s'arrête et il vient et il me salue. En partant. Et il ne savait pas qui j'étais par rapport à Léon. Je le dis parce qu'on fait un procès de Delon sans arrêt que je déteste. J'ai vu un homme courtois, poli, et extrêmement, je ne dirais pas modeste, mais extrêmement attentif. Et il avait un respect pour Léon énorme. Énorme. Et c'est vrai qu'on se dit, mais quelle rencontre ça aurait pu être? Ah oui. Vous imaginez Delon et Eastwood dans un film réalisé par Léon? Et c'était réconcilié, Eastwood et lui, hein, par la suite. Alors, quand j'ai rencontré Eastwood plus tard, quand ils s'étaient réconciliés, la première fois que j'ai rencontré Eastwood, ils étaient encore en froid, et comme avec maladresse sans doute, Pierre Rissian dit que je suis un ami de Sergio Leone. On était très peu. Et Eastwood très gentil, très très gentleman. Il me regarde de haut, à 1m93, à moi tout petit, et je lui dis, I'm sorry, tu as vu le mec, tu as tout oublié cette dame. Ce qui veut dire, vous faites pas le coup à force de vous baisser pour me regarder. Il rigole. Et là, ça s'est plutôt bien passé. Et quand je l'ai revu après Bird, où il avait revu Léon à l'époque et tout ça, puis Léon était mort, là, au contraire, ça a été beaucoup mieux. Et l'autre rencontre que j'ai eue grâce à Léon indirectement, je m'occupais des conférences francophones à Locarno, au moment de Pulp Fiction, qui a vu la Palme à Cannes et qui passait à Locarno. Et je rentre par le grand hôtel, et Rissian est là, Pierre Rissian, me fait un grand signe, et il était avec Tarantino. J'avais vu le film précédent, Pulp Fiction, j'avais vu le film d'avant qui était Réservoir Dogs. Le premier film. Réservoir Dogs. Le Réservoir Dogs. Réservoir Dogs, oui. Et je viens, je ne sais pas pourquoi il me fait venir. Et en anglais, je passe 5 heures à discuter avec. Rino m'apprend que son cinéaste français préféré, c'est Jacques Demy, par Belleville. Bon, des choses comme ça, bon. Et je sais pourquoi après. Parce que Christian lui avait dit que j'avais fait les entretiens avec Sergio Leone, j'étais un ami, et lui c'était un fou de Sergio Leone. Et je crois même qu'il m'a dit qu'il s'était fait traduire, ou peut-être des passages des conversations et tout. Donc moi je me suis retrouvé dans une situation un peu gênante, parce que pendant un moment, c'était un petit peu... comment dirais-je? Léon, fallait que je sois dans le coup, quoi. Bon. Et que j'ai toujours évité un peu ça. J'avais fait une conférence avec Léon à Cannes, et après j'ai été un peu, je dirais pas agacé. Bon, quand c'est des gens comme Jean-François Giré, c'est très très bien. Il y a un travail à la fois de justesse, de modestie, d'honnêteté dessus. Mais certains qui ont récupéré Léon après en otage, en inventant l'avoir rencontré beaucoup, alors qu'il rencontrait très peu, qu'ils soient anglais, universitaires ou pas, avec des choses fausses, ça me gêne énormément. Parce que ce qui me gêne, c'est pas qu'ils en parlent, ils ont le droit. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Sait-on pas, mais dans un bonus, il y a une personne qui dit quand même que James Coburn a dû fuir l'Irlande parce qu'il avait trahi l'IRA. Il fuit les Anglais parce qu'il a tué le mec de l'IRA qui avait dénoncé.
Bon, donc, de quel droit ce type parle? Bon. Et récemment, il se passe une chose, c'est qu'il y a un livre qui est paru de bande dessinée à la première personne de Léon. Oui, chez Édition du Rocher. Léon qui raconte son œuvre à la première personne. Et ben, je pense que mon éditeur est en train de voir un avocat, parce que quand même, j'ai 100% des droits. C'est-à-dire que qu'on pille, c'est normal, c'est la pensée de Sergio. C'est normal qu'on pille. Le problème, simplement, c'est que je ne veux pas être le gardien du temple, mais c'est pas seulement un livre de conversation que j'avais avec Léon. Léon a été mon ami pendant tout le temps de sa vie. Et même, je vais vous dire, il est mort fin avril 1989. Ma fille est née le 29 mars 1989, il devait être le parrain. Je l'appelle, il dit, ah, j'étais à Paris ces jours-ci, je ne t'ai pas vu et tout. Je reviens dans un mois, on va faire la fête. Et il est mort 48 heures avant de revenir. Il devait être le parrain de ma fille. Pour dire la proximité qu'on avait l'un et l'autre. Bon. Léon est une personne qui a... J'ai fait une comparaison qui m'a fait relire des gens, je m'en fous, c'est comme Beethoven. Il n'a pas changé la musique, il a poussé la musique un peu plus. Léon, il n'a pas changé le cinéma, il a poussé le cinéma un peu plus. Il a pris les anciens mythes, très différemment. Il a fait comme Godard, mais très différemment. Godard, il a pris le cinéma qu'il aimait, d'auteur, et il en a fait une synthèse, et il a fait son œuvre à lui. Comme tous les grands créateurs, rien n'est advenu de rien. Bon. Et Léon, il a pris tous les films qu'il avait aimés, et il a fait la classe. Pourquoi est-ce qu'il y a leur vie qui est dedans également? Godard n'arrête pas de parler du suicide dans ses films, et il est mort par une piqûre létale. Bon, hein, donc tout ça est... Bon. Et je crois que les très grands cinéastes sont ceux qui osent. Et il y a une rencontre que je vais vous raconter qui est extraordinaire, elle est dans le livre, mais elle est extraordinaire. Il a rencontré celui qui lui donnait la leçon de faire comme lui, mais qu'il ne fallait pas imiter dans le quotidien. Sinon, il aurait été un maudit célèbre. C'est Orson Welles. Welles, ça ne marchait pas beaucoup, les films de Welles, certains. Alors Léon, ça marchait très fort. Et un jour, Welles tourne un film de Steno, qui s'appelle machin, le truc, La Belle, le Vice et la Vertu, je sais pas, bon, où il y a des essais en Ferragna-Color, le début de la couleur italienne. Et pendant ce tournage, à un moment, sa couleur n'est pas bien, les roches, il faut arrêter le tournage. Il y a une romance qui joue dedans, et puis il y avait surtout Orson Welles. Et l'assistant du film, c'était Sergio. Welles parlait français. Donc ça a été très bien, ça passait très bien. Et à ce moment-là, Welles s'était payé à la journée comme un maçon. Comme l'a fait Kinski toute sa vie, il fallait payer, après le tournage, les sous en liquide. Et 3 jours d'arrêt, il fallait payer pendant 3 jours sans tourner Welles, ce qui était cher. On était dans les années 50. Il avait une mauvaise réputation pour faire de l'argent en tant que réalisateur, mais c'était une mythologie de cinéma, il était un acteur qui était demandé. Comme ça, à dire qu'il finançait ses films. Hein. Et il dit, ben non, non, au lieu de donner de l'argent, vous me donnez la caméra, l'équipe, lui comme assistant, il monte Léon, et vous me laissez tourner moi en noir et blanc les premiers plans d'un film que je vais faire. En fait, il retournera tout autrement, mais c'est déjà le début d'Arcadine. Donc il dit à Sergio, voilà, je veux un train, la nuit, et je veux un figurant, qui court à côté du train. Ce figurant, je lui trouve la gueule de plus grand voleur possible qu'il y a à Rome. L'autre, il connaît un figurant qui a la gueule grêlée de Vérole et qui ressemble à Mussolini. Il lui ramène et il dit, tu ne peux pas trouver mieux, je prends. Et il fait courir le type près du train. 1 prise, 2 prises, le train va vite. Et il dit, dis-lui plus près, Vicino, Vicino, dis-lui plus près, Vicino, Vicino. Et tout, non, ça va pas, demain on continue. Le lendemain, ils sont prêts à tourner, le gars n'est pas là. Ouais, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je prends la maquina, je vais le chercher, je prends la voiture. Il arrive, le gars est en train de bouffer avec sa femme et ses enfants. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je ne viens pas. Attends, je sais que moi je suis Sergio Leone. Les figurants de Rome, c'est moi qui décide. Parce que c'est vrai, il était le monsieur des figurants, parce qu'il avait s'occupé de la figuration d'abord dans Covaldis, où il avait un traducteur anglais, en italien, parce qu'il ne parlait pas anglais. Il avait fait très jeune Fabiola. Après, il avait fait pareil comme assistant beaucoup plus complet sur l'aide de Troyes, et même il avait été engagé quand même par M. William Wyler sur
sur le Bénur, par cette réputation qu'il avait, mais les figurants, dans les années de 50 à 55, il les connaissait tous. Et il dit, tu ne feras plus jamais avec moi si tu ne viens pas. Je m'en fous. Mais pourquoi tu ne veux pas venir? Et l'autre arrête, pose ses spaghettis, il dit, Sergio, tu diras à Orson Welles que je fais du cinéma pour vivre, pas pour mourir. Et bien c'est presque du Léone. Et là, il prenait toujours un peu ce qu'il entendait. Je vous ai dit, il prenait dans les attitudes. Mais pour vous dire l'humour de Sergio, un jour je la raconte souvent, mais c'est tellement extraordinaire, je suis au Blue Bar qui était près de l'ancien palais du festival, avec quelqu'un, et il y a un mec qui vient qui me raconte une histoire belge, courte. Qu'est-ce que c'est qu'un Belge qui tourne autour de l'université de Louvain? C'est un Belge qui poursuit ses études. Moi, je trouve ça très drôle, je ris, j'arrive au Carlton, et Sergio est avec un type que je ne connais pas. Il me dit, pourquoi tu ris? Je dis, parce qu'on vient de me raconter une histoire belge extraordinaire. Et le type à côté dit, je suis belge, monsieur. Et je vois qu'il ne blague pas. Je dis, putain, c'est peut-être un acheteur, quelque chose et tout, donc je me tais. Et Sergio se tourne vers le type et dit, ça fait rien. Il la racontera 2 fois. Comment s'est déroulé le projet avec Capricci? Le fait... ça pourrait être intéressant d'en parler. Oui, alors là, bon... Surtout, pourquoi vous avez accepté? Je vais en parler, mais d'une manière parfois un petit peu prudente. Alors, voilà comment ça s'est passé. Au début, le livre paraît chez Stock. Sergio m'a laissé les droits, et Sergio doit partir en repérage pour aller changer Leningrad. Donc il dit, je ne serai pas là pour la promotion, mais les droits sont à Noël, il y va. Autant la presse écrite a été extrêmement là, du coup, la presse audiovisuelle a boudé. On n'a eu aucune télévision, aucune radio, ni rien. Et ça a été un vide. Ils avaient tiré très peu, ils avaient tiré à 2000, je crois. On a vendu 1100, 1200, pas plus. Ce qui était un vide. À l'époque, ça se vendait bien. En plus, on est en 86. Si bien que quelques temps plus tard, il décide de solder le bouquin. Et là, j'apprends que Patrick Brion et Dominique Rabourdin, qui s'occupent chez Ramsey Levy d'édition en poche de bouquins de cinéma, ont traité avec eux, sans me consulter, alors j'ai 100% des droits, ont traité avec Stock pour publication en poche. Alors je les appelle, je dis, écoutez, vous avez déjà vendu le stock? Oui, ça me... Bon. Alors vous allez me dire à qui vous l'avez vendu, parce que moi je peux m'opposer. Parce que vous allez faire en plus du tort à Ramsey Levy. Donc je rachète les 800 exemplaires qui restent, que je distribuais, donnais, j'en ai plus. Bon. Et Ramsey Levy, ça ne marche pas bien non plus. Donc on est dans l'attente. Le bouquin, bon, Sergio est mort, on n'en parle plus. Bon. Et les quais du cinéma, un beau jour, j'ai un coup de téléphone de Colline Paco, qui n'est plus de ces jours, qui me dit, Noël, écoute, est-ce qu'on peut déjeuner? Parce que chez eux, j'avais quand même déjà fait le Eastwood, le Sacha Guitry, et puis plusieurs trucs, quoi. Et elle me dit, on voudrait rééditer en poche. Je dis, j'ai les droits, banco. Et là, ça marche, en poche. Et puis il va arriver... C'est vrai que je l'ai découvert, d'ailleurs. Voilà. Et arrive que les quais du cinéma sont vendus à Schlagmann, qui exige que l'on refasse les contrats à l'anglaise de tout, les productions, les bouquins publiés. Je connais bien, moi je suis membre de la GDL, membre de la SCA, membre de la SOFIA, membre de la CCD, bon donc on ne fait pas ça à moi. Je lui réponds, non monsieur, je suis désolé, il y a des contrats. Oui, mais votre Eastwood par exemple et tout, je dis, envoyez-moi le contrat. Et dans le contrat, je vois le contrat, je dois justifier toute citation, une lettre écrite pour chaque photo utilisée d'un donateur, et l'éditeur a le droit de changer le texte s'il le veut. C'est en Angleterre ça. Moi je ne veux pas, faites un autre contrat. Le contrat qu'on m'envoie, il change, il dit, l'auteur dira ce qu'il ne veut pas que l'on change, mais l'éditeur aura le dernier mot. Alors j'ai envoyé chier, et mes rapports vont mal avec eux. Le temps passe, Phaidon, le temps passe, et un peu avant que Phaidon et Schlagmann revendent au consortium d'aujourd'hui des quais du cinéma, j'apprends qu'il y a une traduction en Italie. J'appelle Jean Les Cahiers, je dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah oui, on ne vous l'a pas dit, vous voulez un exemplaire? Mais non, mais c'est pas que je veux un exemplaire, c'est que j'ai un contrat, vous me devez de l'argent. La moitié de la valoir. Ils l'ont versé.
Et là, les cahiers passent à un groupe actuellement qu'ils ont, qui ne font pas grand-chose sur le plan édition. Donc je demande à récupérer les droits de mes livres, certains, j'y réussis, mais ils ne veulent pas me rendre le Léon, qui ne publie plus, qui ne distribue plus, qui se met à côté énormément, mais moi je ne touche pas un sou. Et qui se vend partiellement, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'exemplaires. J'ai toujours pas eu les comptes d'ailleurs. Mais là, ils ne font pas attention à une chose, c'est qu'étant membre de la GDL, je connais la loi. Donc j'envoie au Quai du Cinéma une lettre recommandée en disant que je veux ceci, cela et tout, sinon dans 6 mois je récupère les droits, et 6 mois après ils ont la lettre récupérer les droits. Là-dessus, comment ils l'ont appris, je ne sais pas, Capricci est au courant. Et me joignent. Capricci, ils avaient fait un boulot formidable avec mon ami Bruno Guérin en rééditant Le Melville. Capricci, ce qui publie en général, c'est plutôt bien. Je leur ai dit oui, c'est eux qui me proposent de faire, différemment que ça a été fait jusqu'ici, avec des photos. Là-dessus, je dis j'ai quelqu'un qui va vous fournir ça, c'est Jean-François Giré. Et on discute, et moi je dis je veux ajouter 2 ou 3 entretiens. L'entretien moteur, parce que les gens qui l'achètent, ça leur coûte une fortune, les zooms sont rares. Et puis l'entretien que j'avais fait pour le monde de la musique, j'aurais pu en rajouter 1 ou 2 autres, mais qui étaient redondants, et l'entretien sur le projet, sur la table ronde qui devait avoir à Cannes, qui n'a pas eu lieu. Bon. Et il me demande une nouvelle préface. Là, ça a été à discuter, mais moi, je n'avais pas envie de faire une préface courte, donc j'ai fait une très longue préface sur mes rapports avec Sergio. Et voilà comment ça s'est fait. Bon, le problème, c'est que beaucoup de gens, aujourd'hui, ne savent pas que quand vous écrivez un livre quelque part, qui n'est pas réédité, et que, même s'il garde un certain nombre d'exemplaires, s'il n'est pas réédité, vous pouvez exiger qu'il soit réédité par lettre commandée. S'il ne l'est pas, au bout de 6 mois, l'option tombe pour l'éditeur et vous récupérez vos droits. C'est la loi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, il est primordial de voir, de parler des films de Sergio Leone? Le réseau est tout à fait compliqué et simple. Compliqué parce qu'il y a dans ces films ceci, il y a cela, il y a machin qu'on pourrait voir, analysant tout ça. Il y a une chose beaucoup plus simple. On va revenir, c'est comme un cercle. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui font du cinéma pour des niches, soit des niches sociales ou politiques. Vous avez remarqué, dans le cinéma français, ça commence un peu à se calmer, mais pendant plusieurs années, on avait je suis homosexuel, peut pas le dire à ma mère, mon père est en train de mourir d'un cancer, la banlieue, bon, il y avait des thèmes sociologiques, ou des thèmes idéologiques, ou des thèmes de... Voilà, c'était ça. Bon. Il n'y avait que quelques cinéastes qui osaient encore faire des thrillers, comme Olivier Marchal et tout, mais c'était de moins en moins. Et que, bon, on avait quand même... le cinéma commercial français, c'était sous la comédie. Et pas toujours très... On est loin de Lubitsch, hein, bon. Mais bon, ils ont le droit d'exister, ces gens-là. Moi, je ne suis pas contre eux. Bon. Seul le cinéma américain arrive à se tenir parce qu'il y a une tradition de cinéma américain. Chaque fois, vous avez un nouveau mec qui arrive, que ce soit De Palma, que ce soit Tarantino, que ce soit James Gray, que ce soit même Mangold. Des gens qui arrivent, quand Mangold fait des films, on peut dire quoi, puis d'un seul coup, il vous fait le film sur Wolverine tout seul, qui est un chef-d'œuvre absolu. Après, il fait un film un peu moins bien, mais il y a des gens qui font des choses. Bon. Et le cinéma français n'est pas... en général, le cinéma... Si on voit, par exemple, les gens qui ont des prix dans les festivals, avant, une Palme d'Or à Cannes, chaque fois, c'était 80%, c'était un succès public. C'est plus le cas. Venise, c'est pareil. Un grand prix dans un festival ou un Oscar ne donne pas un succès qui suit. Il y a une espèce de décalage. Et aussi que le public du cinéma, il a beaucoup diminué. Il y a les niches, autrement, c'est les grands spectacles qui veulent voir les gens. Il n'y a plus de cinéma entre deux. Qu'on appelait nous le cinéma populaire, c'est fini. Il n'y a plus de salle de quartier. À la télévision, vous avez les chaînes télévision, mais maintenant, même plus. Les cassettes sont en train de diminuer. Maintenant, les gens chargent. Les gens vont sur Internet voir les films. Il y a tout ça qui a changé. Donc, c'est les petits écrans, ou leur écran télé. Il n'y a plus de grand écran. Et de temps en temps, il y a une nostalgie de ça, ou il y a une envie de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, si Léon
est essentiel, c'est parce qu'il a eu un tas de suiveurs et un héritier. Un seul. Les suiveurs, ils ont essayé de faire du Léon, mais bon, de tels crocs, hein, il faut les avoir. Et il y a Tarantino qui est arrivé. Et Tarantino fait à Léon ce que Léon a fait au western. Il prend les systèmes et les utilise. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et c'est vrai que il est plus abstrait encore. Il était une fois à Hollywood. Quel est l'imbécile qui peut penser que ce soit deux personnages principaux? C'est le même personnage divisé en deux. Caprio et Brad Pitt. Voyons le début. Un début à la Léon. L'interview du mec. La différence, elle est. Pas la différence. Ce que fait Tarantino, lui, c'est qu'il montre le stuntman qui est à côté de la vedette. Je vous fiche mon billet que jamais personne, fin des années 60, qui fait une interview d'une vedette de télévision va accepter qu'à côté de lui, il n'y a pas. Et tout le long du film, il y a des invraisemblances qu'il joue comme ça, c'est le même personnage. Parce qu'on est sur une analyse d'une situation mise en scène comme une fable. Et là, c'est ce que Léon a toujours fait, mais d'une manière moins radicale. Et là, c'est là qu'il a inspiré. Bon. Et je crois aujourd'hui, les gens ont besoin à la fois de rêver et de cauchemarder sur des fables. Vous savez, on paye cher sa place dans la rue. Filmer la rue pour montrer ce qui se passe quand vous sortez de chez vous, je ne vois pas l'intérêt, sauf si c'est filmé comme une fable ou si c'est filmé d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on a une maladie du cinéma. Le cinéma est malade. La France est le dernier pays où le cinéma peut encore se tourner parce qu'il y a des accords. Des avances sur recettes, des aides ceci, cela. J'ai eu hier un coup de téléphone d'un ami à moi, vous connaissez le nom, qui est Luc Moulet. Oui. Luc, qui a eu un... Vraiment, il m'a dit, écoute, je t'appelle, je cherche un téléphone d'un tel. Je dis, je ne l'ai pas. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare une chose, on est un producteur, on a une avance, c'est pas assez, on va voir. C'est un court-métrage. Que Luc Moulet en soit réduit à faire un court-métrage montre où on en est. Oui, mais vous savez qu'il a toujours fait, il a toujours navigué. Pas seulement. Bah, Romer, il y avait, c'était l'avance sur recette, il Oui, avait mais- été refusé, je crois. Oui. si je me rappelle bien. Non, mais attendez, de toute façon, Ah non, je justifie absolument pas. Je rappelle que c'est peut-être. je pas vais vous un donner problème l'anecdote personnelle. actuel, ça fait quand même. Personnel. 50 ans. On avait envie, avec mon ami le producteur François Margolin, on avait envie de faire quelque chose que j'écrirais, que réaliserait quelqu'un. Je ne dirais pas qui. Et on passe, disons, l'examen par télévision chez lui, avec le comité qui décide. Et les 400 mecs qui sont là pour décider si oui ou non il y a une aide à l'écriture, il y en a un qui dit, mais vous savez, monsieur Simsolo, le cinéma de genre aujourd'hui, j'ai dit, attendez, c'est un film sur Joatia. Camp de concentration, le Front populaire, les barbouzes, l'Afrique. Vous parlez d'un thriller? C'est pas... Rideau. À qui on peut causer aujourd'hui? Les grands producteurs, comme étaient Claude Berry, Anatole Dauman, Humbert Balzan, Bomberger, Georges de Bourgard, et je pourrais en citer une dizaine d'autres. Ils ne sont plus là. Maintenant, on est dans un système où on estime que le cinéma, il est calibré. Mais on garde des niches. Et les niches, le problème, c'est que, bien sûr, il y a des cas exceptionnels, mais parce que c'est un acteur connu, qui peut faire un cinéma comme celui de la Nouvelle Vague, c'est Amalric. Il fait un film de temps en temps. Mais Amalric, le nom d'Amalric attirera toujours des gens. C'est un acteur connu. Bien sûr, il y a Assayas, qui arrive à faire des films. Il y a Téchiné. C'est de plus en plus dur, vu les histoires qu'on lui a foutues aux fesses. Ça sera même très dur maintenant, je pense. Oui, bon, vous avez ça. Mais moi, quand je vois des films de jeunes cinéastes aujourd'hui, j'aimerais voir des films de mecs qui ont 15, 20 ans, qui ont 20 ans, 25 ans, De mecs et de filles. où il y a l'écriture de cinéma dedans. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Sans doute il y a, je ne connais pas tout. Je pense qu'il y a, oui. Mais moi, j'ai remarqué une chose, depuis quelques années. Dans ce quartier, il y a beaucoup de gens qui tournent des films, des fois. Bon.
quand je sors faire mes courses au marché, il y a toujours un technicien que je connais ou un acteur que je connais, parce que j'ai aussi beaucoup été des acteurs à la radio quand je faisais des fictions. Et puis, sans être prétentieux, je suis un peu connu. Bon, comment tu vas et tout. Qui c'est? C'est un nouveau mec là qui tourne, il sort de la Fémis, c'est tout. Et je vois un type qui est là et qui dit à son opérateur, bon, tu vois, c'est là que ça va se passer, donc tu cadres comme tu veux. Tu vas dire, bon, t'as lu, tu sais ce que tu as à faire. Et je me dis, mais où est le regard? Et ce qui se passe aujourd'hui, qui fait que Léon, ça tient le coup, c'est qu'il raconte des fables avec son regard. Le vrai regard, gardé 2 fois, comme des Godard. Bon. Aujourd'hui, on a beaucoup de films où je ne vois pas de regard. Je vois des regards, mais pas de regard. Alors, c'est pas gênant, si c'est de la consommation. Manger un plat industriel réchauffé, c'est pas pareil que de manger un plat que vous avez mitonné en faisant attention à quels ingrédients. Si on parle de vos origines lointaines ou courtes, où on fait un couscous avec des pois chiches ou sans, c'est pas le même. Où on fait le couscous de la montagne avec un peu de piment dans la sauce, et non pas la raïs à rajouter. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, tout dépend. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors de ces jeunes on fait qu'on qui ont 20 ans et qui vous on fait qu'on espère qu'il va se passer dans le monde. Mais ça a toujours été comme ça depuis l'année. Oui, mais simplement, on a été... vous avez tout à fait raison. Je parle en vieux con. Non, pas du tout. Non, je vais m'expliquer. Vos aînés, quand vous aviez 20 ans, je pense qu'avaient aussi le même discours. Non, Léon est né en... Léon est né en 30. Bon, moi je suis né en 44. Bon. Léon, c'est une histoire, c'est dans le bouquin, c'est raconté par moi. Moi je suis né, dans mon cas personnel, je suis né en 44. Dès l'âge de 4 ans, ma mère m'emmène au cinéma. Chez les universités, c'est un cinéma de Paris, rue de la Pied-à-Terre à Lille, où le mec il programme des films formidables, alors que ça se met de quartier. Chez mes amis, en voyant Guitry, en voyant les films de Cocteau, en voyant les films de Bresson, en voyant les films des comédies musicales américaines, en voyant Hitchcock. Bon, je sais pas que c'est tout ça, mais chez mes amis, et je tombe dans le cinéma là-dedans. Et je rencontre dans les ciné-clubs des gens aussi cinéphiles que moi. Bon, et c'est la même génération, plus âgée que moi, qui est en train de préparer la nouvelle vague. Oui. La nouvelle vague, si vous vous rendez compte, on va prendre 58, 59, 60. Ces années-là, il y avait une année, je sais que dans le même mois, ou dans la même année, on pouvait voir Comme un torrent de Vincente Minnelli, Le temps d'aimer et le temps de mourir de Douglas Sirk, Sueur froide d'Alfred Hitchcock, Le tigre et le tombeau hindou de Fritz Lang, Pickpocket de Bresson, À bout de souffle. Vous voulez que je continue? Il y en a au moins 40. Mais je connais l'anecdote, oui, bien sûr. Ensuite, il se passe que dans les années 70, il va y avoir un renouveau du cinéma français d'auteur, parallèlement au cinéma commercial. Les Corneau, les Boisset, ces gens-là qui vont faire des films avec toute leur cinéphilie d'amour, ils viennent de quelque chose. Aujourd'hui, peut-être que le problème est que les gens qui ont enseigné le cinéma n'ont pas su le faire. Les 9/10 des gens qui font des films aujourd'hui, leur univers, c'est un certain cinéma américain tout à fait valable, Carpenter, ces gens-là et tout, les qui sont vus étant gamins, hein, le Make My Day de Toré, bon, ces gens-là, les 70, mais peut-être qu'ils n'ont jamais vu un film de Murnau. C'est pas vrai. Ben, c'est pas nouveau. Moi, je me souviens, Philippe Garrel, qui est un ami, oui. Il y a quoi? Il y a une vingtaine d'années, au moins 20 ans, on prend un café ensemble avec Philippe. Et je lui dis, donc, en ce moment, on a quand même, les nouveaux cinéastes français, c'est pas de leur faute, Noël, il me dit. Pourquoi? Ils n'ont pas eu la chance que tu as eu, toi et moi, à 20 ans, à la Cinémathèque, de voir un film de Murnau. Peut-être que la Cinémathèque a changé aussi. C'est un film de Murnau, on peut ne pas le voir à la Cinémathèque, on peut le voir en DVD. Et ils n'ont pas envie. J'ai une question à vous poser. Si, ils ont envie pour Murnau, ils ont envie d'Nosferatu, c'est de l'horreur. Mais attendez, j'ai une question à vous poser. Parce que celle-là, il faut vraiment. Allez-y, shoot. Qu'aurait pensé Sergio Leone du DVD? Parce qu'il n'aimait pas la VHS. Il n'aurait pas aimé. Il n'aurait pas aimé? Mais comme Orson Welles. Orson Welles m'a dit carrément à moi, Orson Welles, qu'il aurait mis une bombe sur les trucs qui faisaient les VHS. Bon, il n'avait pas aimé. Sergio, il ne voulait pas voir les films à la télévision. C'est celui sa mort, que ça soit vendu. Bon, Sergio disait, le film, c'est l'écran. Bon, il avait ce truc de l'écran. Bon, le problème, il est que je suis d'accord et pas d'accord. Bon, mais moi, j'ai une formation d'historien de cinéma et pas seulement de cinéaste. Bon, alors c'est vrai que quand plus maintenant, parce que je ne les donne plus, mais quand je voyais un de mes courts-métrages ou mon long-métrage sur le cinéma, j'entends, sur un grand écran, c'est pas pareil que sur un petit écran. Bon, mais bon, ce que je crois surtout, c'est que aujourd'hui, les gens
y a une chose qui est arrivée qui est terrible. Les gens sont habitués maintenant au zap, hein, le salaire du zappeur. Et au zap maintenant, c'est même plus sur la télévision, c'est au zap sur leur téléphone portable. Je me demande ce que Dana aurait fait de ça quand il a travaillé sur le salaire des zappeurs. Mais je veux dire une chose, moi, je voyage plus beaucoup. Mais récemment, j'étais, l'an dernier, j'étais à Lisbonne parler de Eastwood, parce que René-Paul Rocco m'avait demandé dans son festival. Et puis, les rares fois où je prends le train pour aller quelque part, là, pour aller à Lyon, j'avais pris le train là, pour la conférence que j'ai fait récemment, et il y avait un type à côté de moi, il regardait un film sur son petit, pas sur une comment ça s'appelle, sur son téléphone. L'autre truc, pas sur une tablette, sur son téléphone. Il regardait un film sur son téléphone, avec un truc. Bon, et je regarde comme ça le film qu'il regardait, il regardait un film à grand spectacle. Bon, qu'est-ce qu'il peut voir? Qu'est-ce qu'il peut voir? Bon, je crois que le problème, il est qu'on est dans une nouvelle civilisation. Et puis, il faut être honnête, le cinéma aujourd'hui ne marche pas tellement que ça. Moi, je vois des gens jeunes que je connais, qui travaillent ici, soit aussi comme ouvriers, avec qui je parle parfois. Bon, dès qu'ils ont moins de 25-30 ans, leur référence, c'est pas ça du tout, c'est les séries télévisées au mieux. Ou autrement, c'est les trucs qu'ils regardent, les gags que les mecs s'envoient et tout. Il n'y a plus cette culture qu'il y avait. Avant, le cinéma, c'était quelque chose où les gens allaient au moins une fois par semaine au cinéma, dans un cinéma. Aujourd'hui, à la télévision, les gens, ils zappent. Ils regardent beaucoup plus les émissions de télé-réalité que les films qui passent sur les chaînes. Mais vous savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, les salles de cinéma ne sont pas désertées. Il y a énormément... Sauf qu'il y a beaucoup moins de salles de cinéma qu'avant. Il y a moins de salles de cinéma de quartier que vous avez connues. Et il y a moins de oui. Mais en même temps, comme je vous expliquais au début de l'émission, il y a une espèce de... Mais il y aura toujours, si vous voulez, moi je suis quelqu'un, je pense que... Bon, on a gagné la guerre à une époque où le cinéma était encore une nécessité collective. C'est-à-dire que je parle des années 60-70. On a gagné la guerre. Bon, c'est-à-dire quand on défendait, moi je me souviens me battre pour défendre, dans les ciné-clubs dans les années 60-70, me battre pour défendre des cinéastes qu'aujourd'hui tout le monde a reconnus, quoi. Bon, Guitry par exemple, bon. Mais aujourd'hui, il y avait toujours eu des gens, mais on croyait avoir gagné. Aujourd'hui, on est de nouveau dans un ghetto. Alors, de ce ghetto naissent des gens qui ont la fibre du cinéma. Bon, c'est vrai que ceux qui, pour des raisons au début de mœurs ou d'affinité, vont aller plutôt vers Téchiné ou ces gens-là, bon, parce qu'ils se sentent proches de ce que ça raconte, sur leur manière de vivre. Bon, ils apprennent le cinéma chez Téchiné. Ils ne l'apprendront pas forcément de la même manière chez un autre. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé, vous savez, avec Paul Vecchiali. Bien sûr. Bon, Paul était un ami, on n'avait pas du tout les mêmes goûts dans la vie, en rien, mais on était amis. Bon, et j'ai travaillé à 2 reprises, 2 époques. Au début, on avait écrit des trucs qui ne se faisaient pas, puis les jonquilles, puis femme, puis change pas de main. C'était la grande époque de travail entre nous. Et récemment, plus tard, on a fait le film qui est passé à Cannes, Le Cancre. Bon, Le Cancre n'est jamais sorti, pour des raisons que je connais. Bon, mais même les films de Paul, qu'il a fait après, ils étaient vus très peu. Le dernier, la notoriété de Vecchiali était plus faite sur le passé que sur le réel. Bon, Treilloux, tout le monde dira quel grand cinéaste Treilloux, mais on ne voit jamais ces films. Et là aujourd'hui, miracle, par un miracle que je ne comprends pas, le plus grand film de l'histoire du cinéma, c'est Jeanne Dillmans. Alors ça, moi, j'avoue que j'ai beaucoup d'admiration pour Chantal, que j'ai bien connue, j'aime beaucoup Jeanne Dillmans, mais de là, trouver que c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma, je crois que là, on est dans quelque chose que j'ai du mal à saisir. Parce que quand même, pour moi, le plus grand film de l'histoire du cinéma, c'est plutôt Stroheim, c'est plutôt... bon, il y a plein de gens. Bon, maintenant, c'est ça. Ouais, donc, ça permet à Capricci de ressortir les films. Ouais. Mais on les voyait nulle part. On les voyait pas. Ça sortait pas. Ça ne sortait pas. Et dans la cinémathèque, dans les cinémathèques, aujourd'hui, bon, il y a des rétrospectives que mon ami Jean-François Roger fait parfois, qui n'ont pas de public. Très peu de public. Parce que, aujourd'hui, la cinéphilie n'existe plus de la même manière. Mais elle existe. Elle existe, mais elle n'est plus de la même manière. La diversité du cinéma aujourd'hui fait que on va voir d'autres territoires, d'autres endroits de la maison cinéma, comme disait votre ami,
Et c'est là qu'on va trouver des choses peut-être plus intéressantes. Ah bah moi, il fut un temps où c'était le cinéma américain. Mais vous avez raison. Moi j'attends qu'un jeune type de 25-30 ans qui n'arrête pas d'aller chez Album acheter, disons, les monster films ou les films de ce genre-là, me fasse un truc formidable. J'attends que l'amateur de Giallo avec Thomas Millian, que j'ai rencontré, j'ai fait une interview, me fasse un thriller en France formidable. J'attends ça. Bon, Boissier, qui était un cinéaste, avait plein de choses intéressantes. Boissier, il a été formé par la série B américaine. Bon, Tavernier a été formé par la série B américaine et par le film français. Bon, Corneau a été formé par le jazz et le cinéma américain. Intéressant, le jazz, parce qu'il comprenait la structure et les éléments. D'où que c'est certainement un des plus grands de cette époque-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore et toujours, il y aura toujours et encore de générations. Et c'est vrai qu'il y a 15 à 20 films qui sortent par semaine. Je peux être méchant une seconde. Quand on trouve qu'un cinéaste extraordinaire, c'est Dolan, je suis un petit peu dépassé. Mais on a le droit de, effectivement, heureusement, d'ailleurs, on peut... Un peu dépassé. Parce que je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que quand même, sur les mêmes thèmes et tout, sur les mêmes raisons, il y a un de ces films, on passe thé et sympathie, je trouve que ça en dit 10 fois plus. Bon. Et d'une manière pour tout public. À la fin des années 50, on a trouvé que Roger Vadim était un grand cinéaste, et puis les gens se sont trompés, et puis voilà. Non, c'était pas trompé. Le Roger Vadim de la fin des années 50, sait-on jamais, est un chef-d'œuvre. Oui, mais je veux dire, je parle pas de ça, je parle par exemple de Dieu et... Non, c'est moi qui vous interromps là, parce qu'il y a un problème. C'est que la carrière d'un cinéaste n'est pas forcément toujours bonne. Oh ben oui, il y a des... mais pas au niveau du public, au niveau de ce qu'il fait. Bon, quand Liman, cinéaste que je respecte totalement, que j'admire, bon, les tout derniers films d'Anthony Liman, il y a pas mal d'hommes pour un espion qui est bien. Télémark, c'est pas la Côte de l'Ouest, c'est bien, mais on n'est pas au niveau de ce qu'il faisait avant. C'est 5, décennies, bien sûr. En revanche, des gens comme Nicolas Ray, on ne se rend pas compte à quel point Le Roi des Rois est un grand film. Et même Saint-Jean de Pékin est pas mal. Bon, le temps fait des choses. Vous savez, le temps, c'est ce qui donne raison aux choses. Rivette m'a dit un jour une chose que je n'ai jamais oubliée. Jacques, il m'a dit, finalement, tu sais, dans Bande-à-part, classique égale moderne, qui est fait au mur, Jean-Luc, il a raison. Je dis, pourquoi ? Les classiques, c'est les modernes qui ont passé le temps. Et je crois que c'est ça. Et Léon, c'est ce qui se passe. Léon, c'était un moderne. Il était à l'heure, comme disait Danet. Quand Léon, on revient sur Léon, quand Léon prend le western, on fait une fable différente. On fait une fable qui n'est ni américaine ni italienne, comme on a dit, qui est une fable... Lui, sa admiration, c'est ce que c'était Shakespeare et Homère. C'était ses grandes inspirations. C'était là. Bon. Et le rapport à comment il raconte une histoire aussi, Léon est un grand conteur d'histoire. Et quand vous relisez l'Iliade, est-ce qu'Achille est un bon ou un méchant ? Il est gris. Oui, non mais voilà le problème. Bon. Et à chaque fois, vous allez tomber là-dessus. Bon. Les gens ont le droit de faire les films qu'ils veulent, les gens ont le droit de voir les films. Moi, j'ai pas de leçon à donner aux gens, là, je parle, mais bon, moi, il y a des gens dont je trouve les films pas terribles, mais que je préfère à des gens qui font des bons films, mais qui ne m'intéressent pas. Bon, il y a aussi ça joue. Mais aujourd'hui, c'est vrai, très simplement, tenez, on va prendre un exemple pas compliqué. Hier, j'ai vu 2 films. J'ai vu un Jeff Nichols, je ne vous dirai pas lequel, j'ai vu un Jeff Nichols. Quel grand cinéaste. Il a tout compris à Nicolas Ray, il a tout compris à Spielberg, il a tout compris à Kubrick. Et il sait faire un truc personnel avec ça. Remarquable. Midnight Special, c'est un film étonnant. Bon. Et j'ai vu un De Palma, qui n'est pas le pire, qui est Fury. Plein de choses bien. Bon. 2 générations différentes. Bon. Pourquoi De Palma n'a pas d'enfant ? Parce que De Palma parlait de système du passé, et que peu à peu, il les a tellement verrouillés avec des systèmes comme Monsieur Impossible et tout, qui sont les films. Il n'a pas d'héritier, vous voulez dire, c'est ça que vous voulez, oui. Vous voulez dire. Voilà. Il n'a pas d'héritier pouvant régénérer ce qu'il voulait faire. Il n'a pas. Qu'est-ce que fait Jeff Nichols ? Moi, quand j'ai vu Midnight Special, je me suis dit, mais attends, pourquoi ce film me touche et m'intéresse à ce point-là ? Déjà, j'avais bien aimé les autres, attention. Et le dernier est remarquable. Remarquable, le dernier, sur les motos. Remarquable. Et je me dis, bon, il est comme tous les cinéastes américains d'aujourd'hui, qui veulent exister. C'est pas Scorsese, c'est pas Coppola. C'est d'un côté Spielberg, le grand classique populaire, et d'un côté le grand avant-gardiste, qu'est Kubrick. Alors,
autant j'ai beaucoup de sympathie pour Spielberg, que j'ai rencontré une fois ou deux, mais sans plus, que Spielberg, il sait être un classique avec en même temps des idées. Un film comme Munich est un film remarquable. Bon, faut pas se tromper. Il y a beaucoup de grands films chez Spielberg. Autant chez Kubrick, il y a quelques films magnifiques et il y a beaucoup de films où le tape à l'œil est trop gros. Je me souviens avoir... prenons Orange Mécanique. Mon ami Alain Corneau travaille avec Jim Thompson sur le scénario de 1915 qu'il ne tournera pas quand le film sort aux États-Unis, et Jim avait travaillé deux fois avec Kubrick. Ils sortent du film et Thompson regarde Corneau et lui dit « Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive à Stanley ? Il est devenu chrétien ?» L'année n'est pas finie. 2-3 ans après, Daniel Delhomme fait la série des Témoins. Il y a un télé Burgess. Et Burgess est invité à Paris. Je suis appelé pour aller faire un truc pour Video News. Et personne ne s'occupe de Burgess dans un coin, tout le monde se colle. Et Madame Delhomme vient vers moi et dit « Écoutez Noël, vous parlez anglais, vous ne pouvez pas... » Je dis « Mais j'ai lu Burgess avec plaisir. » Et au fait, je me suis retrouvé avec une bouteille de vin blanc, Burgess en face de moi pendant 3 heures, personne ne s'occupait de nous. Donc au bout de moment, le vin blanc aidant et la parole, on se fait des confidences. Et je lui dis « Mais qu'est-ce que vous pensez du film de Kubrick ?» Il dit « Je me suis senti trahi. J'avais montré des salauds, et lui, il en fait des types attachants. » Pourquoi ils sont attachants? Parce que Kubrick, il tombe dans son maduvisme, il montre des images, alors que quand il fait le Lolita, il est formidable. Bon, bref, il y a ces deux influences qui sont là. Nichols s'y part là-dedans. Il ne veut pas faire Bite de Vien, ni quoi que ce soit, ni Orange Mécanique. Il ne veut pas faire non plus Rencontre du troisième type et tout ça et tout. Pourtant, c'est un sujet qui pouvait aller à l'un et à l'autre. Hein. Pourquoi ce film est aussi émouvant et fort? Et brusquement, je me souviens d'une conversation que j'avais eue sur Coppola avec Narbonne. On avait vu tous deux Outsiders. Je ne sais pas si vous aimez, moi je trouve ce film admirable. Et on dit, mais comment... C'est tellement différent de Rumble Fish qui fait après, tellement différent d'autres films. Il y a les grands Coppola. Hein. Et Narbonne me dit, mais tu n'as pas vu qu'il y a un côté de Nicolas Ray? Oui, évident. Et là, brusquement, je me suis rappelé ça, mais c'est le côté Nicolas Ray que chez Nichols. Et j'ai raison, parce que quand je vois le dernier, moteur, machin, c'est très Nicolas Ray. Oui, mais on est plus la fureur de vivre que l'équipe est sauvage. On ne peut pas demander, oui, parce que bon, Laszlo Benedek, c'est un peu... Non, mais c'est pas ça. Mais on ne peut pas demander à un cinéaste comment dire, de partir d'une influence. Non, je ne parle pas d'une influence, je parle de quoi c'est généré. Mais on peut ne pas le demander. Les seuls cinéastes qui ne savaient pas ce qu'était le cinéma avant, ils savaient ce qu'était le théâtre. Oui. Bon. Le cinéma a toujours été parlant. Guitry, on a fait quelque chose de magnifique. Pourquoi on a inventé le mot cinéma parlant et non pas le cinéma de gens qui parlent? Parce que tout parlait, le muet parlait autant aux gens. Bon. Aujourd'hui, ce que je reproche un peu au cinéma, pas tous, en effet, il y a vraiment une nouvelle génération qui arrive, vous avez tout à fait raison. Il y a d'autres pays aussi. Non, vous avez raison, il y a d'autres pays, non, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, je trouve quand même qu'il y a une période, depuis pas mal d'années, où il n'y a plus la diversité créative qu'il y avait, si vous voulez. Avant, il y avait autant de créativité dans le cinéma commercial, dans le cinéma d'auteur, dans le cinéma d'avant-garde, dans le cinéma de sujet, dans le cinéma politique. Il y avait une diversité partout. Il y a de moins en moins de diversité. Hein. Au début des années 70, il n'y avait pas que Godard qui faisait du cinéma politique différent. Il y avait Straub, il y en avait plein d'autres. Bon, il y avait le cinéma underground, qu'on disait underground, qui est un... Il y avait... Aujourd'hui, ça existe très peu. Très, très, très peu. Et pourquoi ça existe très, très peu? Parce qu'aujourd'hui, quel est le producteur qui va donner de l'argent à un mec pour un film qui ne sait pas s'il pourra même pas ne pas sortir un jour? Le système économique. Ça n'arrive qu'en France, et pourquoi? Parce qu'en France, à partir du moment où l'argent d'avance sur recette est utilisé, si le film ne sort pas, il n'y a pas à rembourser l'argent. Vous avez vu les producteurs de Mel Brooks? Oui. C'est un film que devaient voir tous les gens qui veulent faire du cinéma. On apprend une chose dedans. On peut trouver l'argent pour faire un film, et si on veut gagner beaucoup d'argent, on s'arrange pour vendre le film plusieurs fois et qui ne sortira jamais. Comme ça, on n'a pas à rembourser les gens. Je ne dirais pas quel film. Il y a un film que j'ai écrit avec un de mes amis. Le type qui a pris le film, il a placé le film avec un autre à une banque pour un emprunt. Ça fait 7-8 ans, il n'a toujours pas remboursé l'emprunt, les deux films ne sortent pas. No comment. Et vous cherchez un peu de ma filmographie, vous trouverez. Une dernière question qui est peut-être un peu hors sujet, mais en même temps, le livre qui ressort, ça parle aussi de vous. Et
peu quand même. Est-ce que vous êtes un cinéphile heureux? Écoutez, l'idée du bonheur est déjà une chose qui me paraît... J'avais écrit dans Femme Femme une phrase que aimait beaucoup Pier Paolo Pasolini. L'amour des petites cérémonies. Bon. Le bonheur, c'est... Je pense il y a des moments de bonheur, il n'y a pas le bonheur. Et la cinéphilie, il y a des cinéphilies. Je dis simplement que peut-être que le destin a voulu que très jeune je voie des films et que quoi que je fasse d'autre, romans policiers, radio, bande dessinée, tout, bon. J'ai eu un passage au théâtre comme comédien et metteur en scène. Bon. Mais finalement, le cinéma, c'est de là que je viens, c'est de là que je suis, et là, c'est pas là où j'irai. Bon. Quand j'ai un souci, quand j'ai une contrariété, quand j'ai une angoisse, le seul moyen de retrouver mon équilibre, c'est pas fumer un joint, c'est pas boire un scotch, c'est pas aller dans une boîte échangiste, c'est pas aller bouffer, disons, chez Prunier, c'est de prendre un film que je ne connais pas et voir si je vais l'aimer, c'est une expérience. Ou même plus souvent, c'est dire, bah tiens, si je m'envoyais Fritz de Todd Browning. Over. Eh bien, moi, c'est La prisonnière du désert de John Ford. Alors, si on est dans nos films préférés, on peut y aller rapidement. Alors, ouais, c'est ça. Moi, si vous voulez, l'ordre de... Alors, depuis tout petit. je ne compare pas les cinéastes avec les films. Le film préféré, c'est Fritz. Deuxième, c'est King Kong. Après, il y a Surfroide. Vous avez vu que je ne vous ai pas posé la question de quel auteur King Kong. Oui. On est bien d'accord. Après, c'est Surfroide. Après, c'est La rue de la honte, de Mizoguchi. Ouais, bien sûr. La prisonnière du désert. La ronde de l'aube. Mhm. C'est ces films-là. Bon. Et par contre, si vous me demandez mes réalisateurs préférés, le carré d'as n'a pas bougé. Ça reste Mizoguchi, Fritz Lang, Renoir, Hitchcock. Et après, il y a Fuller, il y a tous les autres. Mais c'est les quatre d'abord. Parce que Mizoguchi, c'est la perfection absolue. J'ai écrit un truc sur Mizoguchi, c'est un des rares trucs dont je suis vraiment fier d'ailleurs. Bon. Mizoguchi, c'est immense. Le dernier plan de Mizoguchi, de la petite qui va enfin tapiner et qui fait le geste, non pas en se cachant, non pas au client mais au spectateur, il fallait oser. Personne n'a jamais su faire ça, comme il le fait. Fritz Lang, parce que c'est une morale, en plus. Là, si on croit à la morale, pas la morale au sens judéo-chrétien, la morale au sens philosophique du terme, c'est un moraliste, c'est pas un humaniste, formidable. Ensuite, on a Renoir. Parce que Renoir, le chef-d'œuvre de Renoir, peut-être, c'est pas son meilleur film, mais c'est le Testament de Cordelier, Jekyll et Hyde, tout est lit. Et puis Hitchcock, parce que Hitchcock, c'est celui qui a su contrôler tout de A à Z. De A à Z. Après, vous avez Jerry Lewis, vous avez Godard, vous en avez plein. Bon. Et alors, ces quatre-là. arrête là. Good companions, just my rifle, pony and me.